soir, je vais vous faire un talk sur la stack audio d'Android. C'est un talk qui se veut talk découverte, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à vulgariser sur ce sujet. En 10 minutes, c'est un peu compliqué. Donc, je m'appelle Damien Delépine, je travaille chez Digit, qui est une petite start-up à Boulogne. Et on fait principalement des applications musicales. Si je peux passer ça. On fait des applications musicales, on fait des applications de type DJ dans un premier temps. On fait des applications de type player, égaliseur, juste pour modifier la sortie audio de votre téléphone. Et on s'est lancé récemment dans tout ce qui était karaoké. Donc ça nous permet d'avoir quand même une vue assez large sur tout ce qui est audio et gestion du son sur Android. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un tout petit peu avec des analogies comment est-ce qu'on manipule l'audio en numérique. Première analogie, c'est avec la photo, la vidéo. En fait, quand vous prenez une vidéo, la lumière arrive à votre téléphone sous forme d'onde et cette onde va être discrétisée au fur et à mesure du temps pour former des photos et qu'après vous allez rejouer très rapidement pour former une vidéo. Et donc en fait, sur l'audio, ça va être exactement la même chose. Le son arrive dans votre téléphone sous forme d'onde. On va prendre un certain nombre de mesures dans le temps et après, quand vous allez les rejouer très rapidement, ça fera du coup votre musique. Quand on stocke ce genre de données brutes, audio, de la même façon qu'on aura un fichier RAW pour les images, on aura un fichier PCM pour le son. Donc j'y ferai référence un peu plus tard. Et enfin, dernier, j'aurais aimé que vous aimiez, il manque un slide, c'est pas grave. Au niveau des unités de mesure, vous êtes normalement habitué aux 60 fps par exemple pour les vidéos, 60 fps, 120 fps, ça veut dire 60 images par seconde. Et au niveau du son, c'est beaucoup plus grand. Ça va être très souvent 48 000 données par seconde pour un channel, donc un channel mono par exemple. Donc ça fait énormément de données. Deuxième analogie, c'est avec les réseaux. Au sein d'un réseau, les données voyagent dans des trames, dans des paquets. Et pour l'audio, ça va être exactement la même chose. Et au sein de votre téléphone, on va voyager dans des buffers. Donc on va les regrouper par des buffers. Ici, je vous ai fait juste une petite démo. Vous avez une application qui joue le rôle d'égaliseur. Et en fait, j'ai fait deux cas. Un téléphone qui a de très grosses tailles de buffer et un téléphone qui a de très petites tailles de buffer. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que vous avez poussé votre audio dans le système, vous n'avez plus la main dessus, vous n'avez plus de pointeur dessus comme on pourrait avoir en mémoire. Donc en fait, les données qui sont poussées, vous devez attendre qu'elles aient été consommées par le système si vous voulez effectuer des changements. Donc typiquement, il y a une application égaliseur. Si vous changez un paramètre dans l'application, et ben sur un téléphone qui a de très gros buffers, vous allez devoir attendre beaucoup plus de temps, entre guillemets, pour que ça se ressente au niveau audio. Tout ça, c'est parce qu'en fait, la taille du buffer est directement corrélée à la durée des informations qu'elle représente. Donc tout à l'heure, je vous ai dit par exemple 48 000 données par seconde, ça veut dire que le buffer de 1024 data, il représentait 21 millisecondes, et celui de 240, il en représente 5. Et donc ça fait qu'en fait, au niveau de la propagation dans le téléphone, eh ben, vous ne pourrez plus toucher, comme si vous changez un paramètre, vous allez devoir attendre 42 millisecondes que le système consomme ces 42 millisecondes avant de pouvoir entendre la nouvelle égalisation que vous avez setée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la latence, et on va le voir un peu plus loin, c'est un petit problème sur Android. Donc fini les analogies, on passe à la manipulation de ces fichiers audio sur Android. Alors, il y a deux grandes familles qui sont directement dédiées à deux types d'usages. Première famille, c'est la famille un peu du media player, media recorder. C'est destiné à un usage direct. On veut juste jouer un fichier MP3 qu'on a comme ça. On veut enregistrer très simplement un fichier aussi. Et donc ça, c'est cette première famille. Et la deuxième famille, c'est la famille audio track, qui, elle, va prendre en entrée le format PCM dont je vous ai parlé tout à l'heure, les données brutes. Ça peut être du Wave aussi, puisque le Wave, c'est des données brutes juste avec un petit header. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelle que soit la famille de composants que vous utilisez, de toute façon, le système en dessous va tout lier dans le framework natif à ce qu'on appelle une audio track, et ensuite va propager les données audio que vous lui poussez dans le système. On peut faire l'analogie rapidement en fait, avec ce que vous pouvez connaître plus simplement au niveau des vues, au niveau de l'affichage. C'est-à-dire que le media player, c'est comme le canvas que vous utilisez, vous faites des draw text, des draw circle, des draw rect
c'est une API très riche, c'est facile à utiliser, c'est direct. Alors que l'audio track, on va gérer directement les données. C'est comme l'OpenGL, vous allez devoir gérer vos lignes, gérer les coordonnées, et parfois même beaucoup plus quand on fait de la réalité virtuelle. Par exemple, on a vu le talk tout à l'heure. Nous, notre problème, c'est que comme on fait des applications de DJ, qui gèrent de la voix aussi, c'est qu'on a besoin d'un temps de réponse qui est le plus bas possible. Et donc, quelque chose, par exemple, de l'ordre de 40 millisecondes qu'on a vu tout à l'heure, c'est impensable, parce que pour une voix, vous allez entendre tout de suite un écho. Et pour, par exemple, un DJ qui veut effectuer un effet de structure très rapidement, il va devoir attendre beaucoup trop longtemps, ça va se sentir en fait. Ça va être plus que le temps d'une mesure. Donc, on fait appel à la dernière façon, c'est-à-dire traiter directement avec le framework natif d'Android. Et pour ça, on utilise OpenSLES, qui est le pendant d'OpenGL, mais pour l'audio. Et donc, ça nous permet d'éviter en fait tout le framework Java. On est en dehors de la JVM. Et donc ça va nous permettre de bénéficier de la politique du système qui va favoriser en fait nos threads par rapport à ceux de la JVM et qui va aussi nous permettre d'optimiser beaucoup plus notre code. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le pipeline audio rapidement. Comment le son que vous rendez dans votre application arrive directement à vos oreilles. Alors, c'est ce schéma. Je vais vous expliquer un peu étape par étape sans y passer trop de temps. Donc dans votre application, vous faites, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, via un media player, via une audio track, ou même peut-être avec OpenSLES, vous faites votre popote, vous faites vos buffers, vous mettez un peu tout ce que vous voulez dedans. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est une audio track qui, de toute façon, quel que soit le composant que vous utilisez, va être généré par le système, entre guillemets. Et cette audio track représente la sortie, l'output vraiment de votre application pour l'audio. Et en fait, ça représente même la sortie du process de votre application, puisque les buffers que vous avez envoyés au framework passent par un binder qui, lui, va se charger de faire la communication avec le process du serveur média. Serveur média qui va gérer tout ce qui est audio, vidéo sur Android. Ce serveur média, il contient plusieurs composants. Il contient notamment le service Audio Flinger, qui est le pendant du Surface Flinger, que vous pouvez peut-être voir des fois dans vos logs sur Android. Et en fait, l'Audio Flinger, c'est lui qui va agir comme vraiment le serveur média. Il charge en fait, lui, le HAL que j'ai mis là, qui est en fait l'interface qui va servir d'abstraction matérielle, qui va vous permettre de savoir de quoi sont capables les composants de votre téléphone, de votre tablette. Et donc en fait, l'Audio Flinger, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je baisse un peu ici. L'Audio Flinger, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère en fait les prochains buffers, on va dire matériels à remplir. Il prend vos buffers que vous avez envoyés, il va les remplir et il va s'occuper en fait de toute cette gestion de thread. Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'en fait Android n'avait pas été fait pour faire des performances très hautes à la base. Et du coup, en fait, le thread qui est dans l'Audio Flinger et qui est chargé d'envoyer et de dialoguer avec le système, et ben en fait, il n'est pas synchronisé avec tout ce qui est driver audio du système. Et du coup, il se charge de dynamiquement essayer de savoir est-ce que c'est le bon moment pour que je me réveille, est-ce que c'est le bon moment pour envoyer des données. Et donc, c'est pour ça qu'on a des tailles de buffer qui sont très grandes sur Android, parce que du coup, on évite de spammer, enfin, on va dire, on évite de le réveiller trop souvent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de latence. Et typiquement, en fait, sur Apple, là où vous savez que normalement, enfin, vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait des latences très basses, c'est parce que le serveur média et ensuite le système sont synchronisés et c'est le système qui dirige complètement la consommation des données. Une fois que vous sortez un petit peu du coup de cette couche Android, vous sortez d'Android et les buffers arrivent dans le kernel, dans le driver audio qui est ALSA sur Android et qui va en fait se charger lui d'adresser le hardware, donc d'envoyer les données via le bus au chip audio, à la puce audio, qui elle va se charger en fait de re-rendre l'audio analogique, c'est-à-dire de refaire en fait une waveform à partir de vos données discrétisées tout à l'heure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à la vitesse par exemple de 48 000 données par seconde. Et vous avez votre son dans le haut-parleur. Et donc en fait, si vous imaginez bien, par exemple sur l'application de karaoké qu'on a faite, et que vous avez en fait 2 fois ce pipeline, en entrée et en sortie, eh bien, il faut faire très attention à ce que vous faites, notamment dans votre application, parce que c'est le seul endroit où vous aurez la main sur la véritable latence du système. Et donc, de la même façon que dans une vue,
On vous dit attention au fameux cap des 16 millisecondes, vous devez être bien en deçà pour avoir 60 fps correctement, parce qu'il faut laisser la place aux autres. Et bah pour l'audio, ça va être la même chose, mais de façon encore plus corsée, entre guillemets, puisque vous rendez énormément de données. Par exemple, pour des buffers là, de 240 millisecondes, qui représentent 240 et qui représentent 5 millisecondes au final, vous vous rendez bien compte qu'il faut rendre, on va dire, ce thread très souvent, et donc faire très attention, parce que sinon, si vous bloquez en fait au niveau de l'application, et ben, comme un lag graphique, vous aurez un lag audio, et ça va être de la friture, un pop, un clic, parfois sur des devices même, on va dire, quelque chose de strident, ça va être vraiment infâme. Donc il faut faire très attention. Quelques chiffres pour terminer. Donc ça, c'est la Nexus 9, c'est le meilleur device en termes de latence audio sur le marché actuellement, notamment parce que Google pousse beaucoup pour ce device-là en particulier. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, les valeurs de latence changent beaucoup d'une build à l'autre. Par exemple, ici sur Lollipop, où avec les mêmes tailles de buffer, ils avaient réussi à réarchitecturer un petit peu le système pour avoir un peu moins de latence. Et notamment entre les grosses versions, donc au passage, par exemple, à Marshmallow, ils arrivent à faire de grosses avancées sur les tailles de buffer et ça se voit directement sur la latence, on atteint 15 millisecondes, ce qui est presque professionnel. Puisqu'on se dit entre 10 et 20 millisecondes, c'est acceptable. Et après, ça dépend du contexte, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous allez au-delà, mais que vous avez besoin d'énormes performances, ça va se voir tout de suite. Oups. En guise de conclusion, sur Android N, les améliorations qui ont été faites en natif sur l'implémentation AudioTrack commencent à être un petit peu remontées au niveau des tailles de buffer en Java. Donc ça va permettre aux gens qui utilisent ça d'avoir de meilleures performances. Et ça va peut-être, j'espère, permettre de démocratiser beaucoup plus la catégorie musique ou aussi les jeux liés à la musique sur le Play Store, puisque contrairement à Apple, c'est encore pas très développé chez nous. Puis on vient d'avoir le MIDI aussi sur Marshmallow, donc ça c'est cool. Vous allez pouvoir faire des applications audio, hein. Ça va être cool. Voilà, je laisse la place aux questions ou pas, puisque vous allez avoir faim pour les pizzas. Mais du coup, je vous laisse quand même quelques liens pour approfondir si vous avez besoin, ou aller sur... J'avais mis mon Twitter au début, ou venez me voir pendant les pizzas si vous avez des questions. Mais généralement, le code source Android, en fait, ça va être votre seule réponse, parce qu'il y a beaucoup de... Sur Internet, on voit un peu de tout et n'importe quoi. Donc, et surtout aussi le blog de SuperPowerhead, qui est vraiment très bien pour la latence. Voilà, je vous remercie. Vous avez faim. Une question. Donc, tu as donné l'exemple de la Nexus 9, donc son évolution au cours de son histoire, puisque c'est un device qui est plus ou moins mis à jour régulièrement. Aujourd'hui, si tu peux faire un panel des autres devices, des tablettes, j'imagine, sur des jeans, c'est plutôt ça que vous ciblez. Est-ce que vous voyez les mêmes évolutions entre les versions d'OS ou est-ce que c'est vraiment ces latences-là, elles sont dues aux intégrations des constructeurs et du coup, il y aura une autre cohérence? Alors en fait, on va dire que les efforts de Google déjà datent ça fait 1 an et demi qu'ils commencent un peu à s'y intéresser. Et avant, les tailles de buffer, on était bloqués, c'était 512, c'était 1024 comme on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, ça n'a jamais vraiment bougé. Et ensuite, là, ils ont commencé à adresser ce problème. Donc, quand on a un device, on va dire entre guillemets random standard, comme on va avoir dans nos utilisateurs, on aura des tailles de 256, 512. Mais ça, on ne pourra pas y faire grand-chose. Et après, on peut quand même, par rapport aux OEM, tu en as parlé, Samsung fait un SDK audio qui leur permet d'avoir de bien meilleures latences sur leur device à eux, mais ils utilisent bien sûr d'autres implémentations, ils ont fait des trucs un peu en dessous, sous la capuche. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais en gros, avant, c'était complètement le bazar, et là, sur quelques devices, on commence à avoir des choses qui permettent de faire des démonstrations comme si on le faisait avec un iPad actuellement. Voilà. Question. Et par comparaison, sur iOS, ils arrivent à quelle latence Alors, en fait, ça va être très simple. Sur iOS, sur quasiment tous leurs devices, ils ont des tailles de buffer de 68. 68, c'est 1,2 ou 3 millisecondes, je crois.
Et donc en fait, il y a une petite règle, vous faites environ x5, x5,5, et en fait, ils ont des latences de 7, 8 millisecondes, entre 7, 9, 11 des fois. Mais du coup, c'est en dessous des 10 millisecondes, et c'est le gap qu'il faut voir. Et ça fait longtemps quand même qu'ils ont ces tailles de 68 millisecondes, de 68 quoi. Et ça, c'est permis, comme j'ai dit tout à l'heure, par la synchronisation entre le serveur média et le système. Et du coup, ils sont capables de synchroniser de très petits buffers. Voilà. Donc 68, 1 milliseconde, 7-8 millisecondes, on va dire, pour la latence totale. Voilà. Ouais. Moi, j'avais une question là, sur ces latences de device. Oui. Pour atteindre ce buffer minimal, on est obligé de passer du coup par OpenSLES, voilà. Où l'implémentation en Java Tout de à fait. track permet de les atteindre. Alors en fait, c'est un petit peu plus deep. C'est en fait le serveur média. Il peut passer en revue le cas dans lequel vous vous trouvez, le cas d'usage, et en fait, il va vous dire si vous êtes éligible ou non. En fait, votre audio track que vous avez créé par n'importe quel moyen, elle va être éligible ou non à avoir la taille de buffer minimale du système. Et en fait, ça, c'est déterminé par pas mal de facteurs. Est-ce que vous avez respecté? Et en fait, pardon, je réponds à ta question. Ce flag, il est disponible que via Soundpool et Tone, donc qui sont des implémentations Java, mais qui ne sont pas utilisables pour jouer de musique normale, et OpenSL. Le Media Player et Audio Track Java n'y ont pas accès. Donc effectivement, pour avoir des latences très basses et bénéficier des buffers de taille minimale, de type 240, 256, tu es obligé de passer par OpenSL actuellement. Sinon, pour vous donner un ordre d'idée, vous faites juste des gets sur l'audio track, l'audio record, ça donne c'est 3100, c'est 7000, je ne sais plus combien. C'est un peu hallucinant, vous imaginez, avec 300 millisecondes dans un seul buffer. Vous entendez votre voix 3 fois, quoi. Voilà. Je pense pas. Ils essayent là, avec N, ils améliorent l'audio track Java, mais je pense que des tailles de buffer très 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 petites pour l'instant, on va dire d'ici 1 an, 2 ans, OpenSL malheureusement, le natif. Voilà, je pense que tu veux conclure. Voilà.